Soyez bienvenus à International, merci de votre fidélité. En ce moment même, près de 140 chefs d'État font route vers Paris, où va s'ouvrir dans quelques heures un sommet très attendu, le sommet sur le climat, la COP 21. Mais vous le savez également, la ville où ils arrivent, Paris, est une ville blessée, meurtrie par les attentats du 13 novembre et les quelques 120 victimes, 130 victimes même, qui ont résulté de ces actes de terreur. Notre invité aujourd'hui est l'un des chefs d'État qui va participer donc à cette COP 21. Merci Monsieur le Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, merci d'avoir accepté notre invitation. Double, triple actualité pourrait-on dire, la COP 21, le terrorisme, la situation dans votre pays, à la veille d'élections très importantes. Je voudrais tout d'abord vous demander, au moment où vous arrivez à Paris, comment vous avez vécu, ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris ces attentats à Paris, donc ces 130 victimes, ces centaines de blessés, alors que, et on va en parler aussi, votre pays lui-même est directement frappé, menacé par le terrorisme? Bien, je vous remercie. Quand j'ai appris ce qui s'est passé à Paris le vendredi 13, j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je me suis dit, voilà, encore une fois, notre religion, l'islam, trahit. Le président Hollande le disait hier. Un Dieu trahi dans son discours. Un Dieu trahi, je suis d'accord avec lui. Ce qui s'est passé à Paris, c'est un coup de poignard porté dans le dos de l'islam. Parce que ce n'est pas cela l'islam. L'islam dit, et c'est dit dans le Coran, que tuer un seul homme innocent, c'est tuer toute l'humanité. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est la paix. Et donc j'ai été choqué par ce qui s'est passé à Paris, ces jeunes qui ont été tués, ces jeunes innocents qui ont été massacrés, c'est pas cela l'islam. Alors, nous avons beaucoup de questions à vous poser en compagnie de Sophie Malibaud de RFI, de Christophe Chatelot du Monde. Évidemment, question sur le terrorisme dans votre pays, aux frontières de votre pays. Il y a encore quelques jours, avec notamment Boko Haram. Tous les pays sont vulnérables à ce terrorisme? Oui, absolument. Nous sommes dans une zone au Sahel où des menaces sont pressantes, des menaces terroristes. Par exemple, si je prends le cas du Niger, nous sommes entourés par 3 pays qui sont sous cette menace. C'est la Libye, où c'est Daesh, c'est le Mali, où on doit faire face à la menace d'AQMI, et puis au Nigeria, autour du lac Tchad, où on fait face à la menace de Boko Haram. Depuis 5 ans, c'est ma priorité, la sécurité du Niger, la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des frontières du Niger. Et je pense qu'on a réussi. Malgré cet environnement très difficile, le Niger est un pays aujourd'hui en paix et en sécurité. Sophie Malibaud, RFI. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui, Monsieur le Président, pour que soit interdite une grande manifestation qui était attendue, une grande manifestation de mode internationale, alors que le pays vit sous cette menace de Boko Haram, etc., depuis longtemps? Qu'est-ce qui change pour que, dorénavant, on interdise une telle manifestation jusque dans la capitale? La manifestation n'est pas interdite, elle est reportée pour des questions de calendrier. Donc, vous faites allusion au FIMA. Le FIMA n'est pas interdit. Le FIMA est reporté. Et comme je vous ai dit, nous prenons toutes les dispositions, en tout cas, pour que le Niger soit un pays ouvert, soit un pays en paix, soit un pays en sécurité. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles, est-ce qu'il y a de nouvelles craintes sécuritaires qu'il n'y avait pas avant d'un type Non, il n'y a différent? pas de nouvelles craintes sécuritaires, c'est toujours les mêmes craintes. C'est toujours la même menace. C'est Boko Haram, c'est AQMI, c'est la menace à la frontière avec la Libye. Mais ces menaces, on y fait face et ces menaces sont en train de reculer. En particulier, si je prends le cas de Boko Haram, nous avons beaucoup affaibli Boko Haram et nous sommes en train de mettre en place cette force mixte multinationale au niveau des pays du lac Tchad, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Niger, plus le Bénin. Christophe Chatelot, Le Monde. Pour revenir un petit peu sur les attentats de Paris, lors de l'attaque en début d'année contre la rédaction de Charlie Hebdo, vous aviez manifesté votre solidarité et ça avait été plus ou moins bien perçu dans votre pays. Il y avait eu des manifestations qui contestaient ce « Je suis Charlie » que vous aviez exprimé à ce moment-là. Quelles leçons vous avez tirées de ça alors qu'il y a eu à nouveau des attaques? Il faut considérer que le peuple nigérien, dans son immense majorité, adhère dans la mesure où, rappelez-vous que le 17 janvier, on a fait une grande manifestation contre le terrorisme. C'est une foule immense qui est sortie à Niamey pour
dire son ras-le-bol par rapport aux menaces terroristes, pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Et vous faites allusion à ce soutien qui a été apporté après Charlie au mois de janvier. Il est clair que j'avais dit deux choses. Il n'y a qu'une seule chose qui a été isolée. La première chose que j'ai dite, c'est que je suis contre les caricatures. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que je suis contre aussi les massacres qui ont eu lieu au niveau de ce journal. Donc il faut prendre ma position dans sa globalité. Il ne faut pas isoler un aspect et puis mettre en exergue un autre aspect. Mais la proximité avec la France, votre proximité avec François Hollande, par exemple, ne pose pas de problème en interne? C'est pas quelque chose Non, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème en interne. Nous, les Nigériens sont pacifiques. Les Nigériens veulent la paix. Les Nigériens veulent la sécurité. C'est ce que veut François Hollande. Alors, Issoufou Mahamadou, ce président donc, de la République du Niger, depuis le début de l'année, dans votre pays, aux frontières, une cinquantaine d'attaques de Boko Haram, des dizaines d'écoles ont dû fermer, 50 000 déplacés. Le monde entier s'était mobilisé lorsque ces lycéennes au Nigeria avaient été enlevées. Rendez-nous, ramenez-nous les filles, pouvait-on lire un peu partout. Rien ne s'est passé depuis. On ne peut pas répondre à cette menace-là. Comment se fait-il que des États aussi réels et puissants que les vôtres ne soient pas parvenus à endiguer ces enlèvements? Mais écoutez, la menace terroriste est une menace très difficile à endiguer parce que les terroristes ont des méthodes asymétriques, de lutte asymétrique. Ce n'est pas une guerre classique, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ils posent des bombes, c'est ce qui s'est passé à Paris. Vous voyez, malgré la puissance de la France n'a pas pu prévenir ces massacres. Prenons l'exemple des États-Unis. Ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est la première puissance militaire mondiale. Pourtant, ça s'est passé. Alors, donc, c'est pas parce que nos États sont défaillants que nous avons des problèmes face à Boko Haram dans la région du lac Tchad. Nous faisons beaucoup de choses. Et Mais il y a une coordination suffisante pour rechercher ces lycéennes entre les différents États, Cameroun, Niger, Nigeria? La coordination se met en place non seulement pour chercher ces lycéennes, mais pour éradiquer Boko Haram. Parce que c'est ça notre objectif militaire, c'est ça, éradiquer Boko Haram. Et c'est pour cela que je vous parlais de cette force mixte multinationale mise en place par les 5 pays, les 4 États autour du lac Tchad, plus le Bénin. Donc cette force mixte est presque opérationnelle. Mais est-ce que la dynamique n'est pas du côté de ces groupes, plus que de la part des États et de leurs forces de sécurité? Il y a eu cette attaque au Mali il y a quelques jours. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une jonction qui se fasse entre ces différents groupes, ou en tout cas une espèce de coordination qui interviennent avant même que les États de la région se coordonnent? Non, c'est établi, il y a une jonction entre ces différents groupes, entre Boko Haram et AQMI, entre Boko Haram et Daesh. Il y a une internationale du terrorisme, la menace est mondiale, et c'est pour cela qu'il faut opposer une riposte mondiale. Et c'est pour cela que les pays au niveau du Sahel s'organisent. Par exemple, récemment, au niveau du G5 Sahel, nous avons fait un sommet à N'Djamena. Au cours de ce sommet, nous avons décidé de mettre en place une force mixte sur le modèle de la force mixte multinationale qu'on a mise en place pour le lac Tchad. Et ça, c'est une force qu'on compte dédier pour le Mali. Le président du Nigeria, M. Buhari, le président Buhari disait quand il est arrivé au pouvoir que Boko Haram serait anéanti avant la fin de l'année. Qu'est-ce que vous pensez de Nous ne sommes pas encore à la fin de l'année. Il nous reste encore 2 mois. Beaucoup de choses peuvent être faites en 2 mois. Ce que je note, c'est qu'il y a une meilleure riposte du Nigeria face à Boko Haram depuis l'arrivée du président Buhari. Et je pense que les impulsions qu'il a données ne sont pas étrangères à la mise en place de la force mixte multinationale qui sera bientôt opérationnelle. Pourtant, les forces tchadiennes et nigériennes avaient repris des localités des mains de Boko Haram et l'armée nigériane ne les a pas tenues. Ça, c'était avant l'arrivée de Buhari. Maintenant, l'armée nigériane est en train de progresser vers ces villes-là qui avaient été libérées par les armées tchadiennes et nigériennes. Vous faites allusion aux villes de Damasak, de Malanfatri. Et je pense que dans les prochains jours, vous verrez que ces villes-là vont être réoccupées
par l'armée du Nigeria. Mais on a le sentiment tout de même que la seule réponse qui est apportée est une réponse sécuritaire. Parce que les racines de ce mal sont plus profondes que ça. C'est aussi toute la question du développement. Ce qui se passe dans le nord du Nigeria, c'est aussi en réaction à leur marginalisation. Est-ce que, encore une fois, la bataille n'est pas perdue, sachant qu'on ne pourra pas développer ces régions du jour au lendemain? Donc, la réponse n'est pas que sécuritaire. La réponse sécuritaire est à court terme. Mais nous sommes conscients du fait que le fond du problème, c'est le développement. Parce que le terrorisme se développe sur le terreau de la pauvreté. Donc nous avons des objectifs en termes de développement, en particulier dans la zone du bassin du lac Tchad. D'ailleurs, à la COP 21, nous avons des propositions que nous allons faire sur un plan climat en ce qui concerne le lac Tchad, qui fait une grande place aux questions de développement économique et social de la zone. S'attaquer à la pauvreté, s'attaquer aux inégalités, c'est s'attaquer à la racine du mal que constitue le terrorisme. Est-ce que, Monsieur le Président, est-ce que l'armée du Niger est suffisamment équipée? Vous avez de l'aide de la France, vous en avez aussi des États-Unis en matière de drones, par exemple, de surveillance. De quoi avez-vous besoin encore pour pouvoir faire face à ces menaces? C'est vrai, vous avez raison. On a fait beaucoup d'efforts depuis 5 ans pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée nigérienne, pour l'équiper, et pour équiper également nos forces en termes de renseignement. Ce dont on a besoin surtout, c'est ça, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir prévenir. On a besoin davantage de renseignements. Non seulement des renseignements techniques de la part de nos amis comme la France, comme les États-Unis, mais surtout, nous avons beaucoup besoin de renseignements humains. Et heureusement que par rapport aux renseignements humains, on peut considérer que nos peuples sont avec nous. Au Niger, au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, les peuples sont derrière leurs forces de défense et de sécurité. Les peuples sont derrière leur armée. Ce qui fait que Boko Haram est isolé. Et c'est ça qui me fait dire qu'inévitablement, Boko Haram sera vaincu. Que pensez-vous, Monsieur le Président, de la République du Niger? Comment réagissez-vous aux frappes qui actuellement sont en train de se développer, notamment en Syrie, mobilisation internationale, la France qui a tenté d'agréger notamment d'autres forces armées, on peut penser à la Grande-Bretagne. Comment est-ce que vous voyez depuis l'Afrique cette guerre-là, puisque le mot a été employé par François Hollande? Je pense que ce que propose le président Hollande, cette coalition la plus large possible contre Daesh, c'est une bonne proposition. Je le disais tout à l'heure, le terrorisme est mondial, il mérite une réponse mondiale. C'est la menace principale. À partir du moment où on identifie le terrorisme comme étant la menace principale, toutes les autres questions deviennent secondaires. Toutes les autres menaces deviennent secondaires. Je donne un exemple. C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez que pendant la Seconde Guerre mondiale, les puissances occidentales aient décidé de mettre dans le même sac Hitler et Staline. L'issue de la guerre aurait été complètement autre chose que ce qu'elle a été. Et c'est pour cela que je dis l'opinion publique soutient cette coalition qui doit être mise en place pour lutter contre Daesh. Parce que ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak a des incidences sur le Niger, puisque de plus en plus, Daesh s'installe en Libye. La Libye est frontalière avec le Niger. La Libye, c'est pas loin du Nigeria. Donc la relation avec Boko Haram est vite faite. C'est pour cela que nous voulons la défaite de Daesh en Syrie, en Irak. Et pour y parvenir, il faut la coalition la plus large possible. Il faut considérer que c'est la menace principale. C'est cette menace qu'il faut traiter. Il faut taire toutes les autres menaces secondaires. Est-ce que vous considérez que vous êtes un pays en guerre, Monsieur le Président Issoufou? Oui, nous sommes un pays effectivement en guerre parce que nos armées sont en guerre contre Boko Haram dans la région dans le bassin du lac Tchad. Nous avons des attaques récurrentes de Boko Haram à notre frontière. Côté Mali également, les forces nigériennes sont en place dans le cadre de la MINUSMA. Et d'ailleurs, je profite pour dire que nous ne sommes pas tout à fait dans la situation qui puisse nous permettre au Mali de combattre AQMI efficacement. La MINUSMA est une force de maintien de la paix, ce n'est pas une force pour faire la guerre. Donc elle peut accompagner la mise en œuvre des accords de paix conclus à Alger. Mais il nous faudra
une autre force qui puisse renforcer la force Barkhane afin de pouvoir combattre plus efficacement le terrorisme au Mali. Christophe Châtelot. En intervenant et en mettant l'accent sur cette intervention en Libye, en Syrie, contre Daesh, est-ce qu'on ne perd pas de vue justement un petit peu la Libye, qui est dans un chaos, on a l'impression, total. Et vous évoquiez la présence de Daesh dans ce pays. Le Tchad est très inquiet de la déstabilisation possible via les tribus Toubou et autres. Est-ce qu'on ne perd pas de vue un petit peu la Libye? Non, mais c'est pour cela qu'il faut mettre en place cette coalition au niveau mondial, au niveau international, pour pouvoir s'occuper de tous les champs, de tous les théâtres d'opération. La Libye, l'Irak, la Syrie, le Mali, Boko Haram. Il faut pouvoir s'occuper de toutes ces menaces partout où elles se trouvent effectivement. Et c'est pour cela que j'insiste sur la nécessité que tout le monde se mette d'accord sur ce que c'est que la menace principale. Une fois qu'on est d'accord que le terrorisme c'est la menace principale, eh bien tout le monde doit se mobiliser pour y faire face. Je constate d'ailleurs, en ce qui concerne la Libye, un des problèmes qu'on a, c'est l'absence d'État. L'État a été détruit et cela a facilité la tâche au terrorisme. Même chose en Irak. C'est la destruction de l'État qui a facilité la tâche au terrorisme. Et si vous prenez un peu l'évolution de révolution arabe dans les différents pays, les résultats ont été différents selon les pays. En Tunisie, ça va relativement bien par rapport à l'Irak, par rapport à la Syrie, par rapport à la Libye. En Égypte, ça va relativement bien. Parce que les États, l'appareil d'État n'a pas été détruit dans la structure d'État. Ça n'a pas été détruit dans ces pays. Alors qu'en Libye, l'armée a été détruite. En Irak, l'État ont été détruits. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui composent Daesh aujourd'hui, c'est des anciens soldats de Saddam Hussein. En Libye, vous estimez qu'en Libye, il y a encore besoin d'une opération après, vous le disiez à l'époque, une opération après-vente? Oui, je constate que on a fait l'intervention en Libye sans prévoir de solution de échange, malheureusement. Et c'est ça qui nous a mis dans la situation que l'on sait en Libye. Et moi, j'avais attiré l'attention depuis 2011 en disant, faites attention, Kadhafi, bon, on peut le faire partir, mais il ne faut pas que la solution soit pire que le mal. Et aujourd'hui, on constate que la solution est pire que le mal. Interrogez les Libyens. Vous allez entendre leur réaction. Il n'y a pas d'État, c'est l'anarchie, c'est le chaos, et cela a une incidence dans nos pays. Il se pose à travers le monde et il y a un revirement de la diplomatie française, du contact que l'on doit avoir avec Bachar el-Assad, le président syrien. Vous avez quelle approche pragmatique? Vous dites la première priorité, c'est l'État islamique, il faut travailler y compris avec lui. C'est bien ce que j'ai dit. Il y a des menaces principales, il y a une menace principale, il y a des menaces secondaires. Donc on doit travailler avec lui. On doit travailler avec tout le monde. C'est pour cela que je dis, imaginez que pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on ait décidé de combattre à la fois Hitler et Staline. Mais non, on s'est allié à Staline pour combattre Hitler. Et je pense que c'est la même méthode qu'il faut utiliser. Il y a des contradictions principales, il y a des contradictions secondaires. Il faut s'attaquer à la contradiction principale. On assiste en Afrique notamment à la montée d'une certaine forme de fondamentalisme religieux, l'apparition d'un islam plus traditionnaliste et plus radical. Est-ce que vous faites une liaison directe entre l'insécurité, les violences qu'il y a, la montée des groupes terroristes et ce fondamentalisme? Oui, on peut faire le lien, mais moi je considère que la cause principale du terrorisme aujourd'hui, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, comme je l'ai dit, qui sert de terreau au terrorisme. Les jeunes n'ont pas d'autres perspectives. Les terroristes leur offrent des perspectives, les jeunes qui sont au chômage. Mais sinon, globalement, donc le terrorisme a beau jour devant lui. Globalement, en Afrique, je dis bien, en ce qui concerne nos pays, l'islam est modéré, l'islam est tolérant. Donc, ce qui se passe, ce qui s'est passé à Paris, c'est pas de l'islam. Pour vous, ça n'a rien à voir avec l'islam. Issoufou Mahamadou, président du Niger, nous allons nous retrouver dans un instant. Le temps de faire le point, précisément, de l'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. On vous retrouve tout de suite.
Retour à l'international, où nous accueillons aujourd'hui Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Nous avons beaucoup, dans la première partie de cette émission, parlé de la menace importante, évidemment essentielle, vous le disiez vous-même, du terrorisme. L'autre enjeu, c'est cette COP21, 20e conférence donc des pays mondiaux réunis ici à Paris. Forte attente internationale, l'Afrique et spécifiquement votre pays sont directement impactés avec le bassin du Niger qui s'ensable, le lac Tchad que l'on dit menacé d'assèchement, les terres agricoles qui reculent, bref, un enjeu tout à fait considérable. Vous arrivez à Paris, quelle est votre attente, votre espoir pour dans une dizaine de jours? D'abord, il faut définir les enjeux de la conférence de Paris. Le premier enjeu, c'est comment limiter la hausse de la température à 2 degrés d'ici 2100. Mais 2 degrés, c'est pour le monde. Et 2 degrés pour le monde, ça veut dire 3 degrés pour l'Afrique. Nous pensons que 2 degrés, c'est encore élevé. Et pour l'Afrique, l'objectif, c'est de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Nous sommes aujourd'hui à une augmentation de 0,85 degrés depuis le début de l'ère industrielle. Vous voyez, il nous reste très peu de marge. Vous savez que même les 2 degrés sont un objectif optimiste. Les 2 degrés, c'est un objectif optimiste, vous avez raison de le dire. Et d'ailleurs, quand on regarde, et c'est l'autre enjeu, les contributions des différents pays à cette COP 21, les propositions de riposte qui sont faites par ces pays-là, on est largement en deçà de ce qu'il faut faire. On sera sur la base de ces propositions autour de 3 degrés. Alors, ça veut dire quoi 3 degrés pour le monde, ça veut dire 4 à 5 degrés pour l'Afrique. Et là, on ne sait plus vers quoi on va. Je voudrais vous proposer un petit rappel justement sur la situation en Afrique et aussi peut-être les initiatives, les innovations, les inventions pour tenter de sortir de cette fatalité que vous évoquez. L'Afrique, face à des défis et des paradoxes de taille. Elle est la région du monde qui émet le moins de gaz à effet de serre, à peine 4% au niveau mondial, mais c'est aussi celle qui pourrait être la plus touchée par le réchauffement climatique, avec des conséquences dramatiques. Sécheresse, inondations, exode des populations, développement de certaines maladies. Un défi d'autant plus grand que l'Afrique n'a pas les moyens d'appliquer les mesures nécessaires pour protéger sa population et pour s'adapter au changement climatique. L'une des solutions, selon les experts, investir dans les énergies renouvelables. L'Afrique possède le plus grand potentiel mondial dans ce domaine. Mais le chemin est encore long. Elle reste la région où la population a le moins accès à l'électricité. Selon l'ONU, cela représente 620 millions de personnes, soit 75% des habitants. Améliorer l'accès à l'électricité, sans doute la clé du développement du continent africain. Une bataille dans laquelle s'est engagé l'ancien ministre français de l'écologie, Jean-Louis Borloo, à travers la Fondation Énergie pour l'Afrique. Comment le monde pourrait bien fonctionner quand 1/6 de l'humanité est dans le noir? Il faut juste qu'on m'explique. Hein? Comment les femmes d'Afrique vont aller chercher l'eau, au retour portent le bois parce qu'il n'y a pas d'énergie pour faire la cuisson et il ne se passerait rien. Non, c'est juste pas possible. Développer l'électricité verte, plusieurs pays africains ont d'ores et déjà décidé de relever le défi. Des initiatives encore isolées mais prometteuses. C'est le cas notamment du Maroc qui a installé en plein désert une centrale fonctionnant à l'énergie solaire. La Guinée, de son côté, vient d'inaugurer son tout nouveau barrage hydroélectrique. Objectif, combler une partie du déficit en électricité du pays. Autre exemple au Rwanda, où de plus en plus de fermes, d'écoles ou d'habitations sont équipées de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Investir dans les énergies vertes pour lutter contre le réchauffement climatique et ainsi accélérer le développement de l'Afrique, une urgence qui a un coût. Les projets déposés se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Valider ces chantiers et trouver des financements, voilà tout l'enjeu de cette COP21 pour les pays africains. On voit qu'il faut mobiliser des moyens. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. Peut-il relever ces défis, investir actuellement pour tenter d'enrayer ce mécanisme? Alors, justement, la question du financement, c'est l'autre enjeu de la COP 21. Toutes les contributions que les différents pays ont eu à faire ont un coût. Et en particulier, si je prends le cas du Niger, nous avons fait des propositions de mesures de riposte
face au changement climatique, qui porte sur l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et également des mesures sur l'adaptation, c'est-à-dire comment faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Et ça coûte, on parlait de dizaines de milliards dans ce qu'on vient d'entendre. Au Niger, nous avons des propositions, c'est 8 milliards de dollars qu'il faut mobiliser sur 10 ans pour permettre au Niger de financer sa contribution pour le seul Niger. Alors nous sommes un pays qui appartient à des organisations régionales, c'est le cas du bassin du lac Tchad. Nous avons des propositions climat pour le lac Tchad, pour réhabiliter, pour restaurer le lac Tchad, qui est un lac qui a perdu 90% de sa superficie depuis les années 60. Troisième réserve d'eau douce au monde. Troisième réserve d'eau douce au monde. Le lac faisait une superficie de 25 000 km² dans les années 60. Aujourd'hui, il est réduit à 2500 km². Nous avons un plan pour restaurer l'écosystème du lac Tchad. Et pour le fleuve Niger également, vous faisiez allusion à ça, qui s'ensable également, nous avons un plan pour le bassin du lac Tchad, ça fait 8 milliards de dollars également. Alors, quelle garantie est-ce que vous attendez de Paris, Monsieur le Président? Vous pensez repartir avec... il y a la question du montant du fonds vert, du montant des sommes qui seront allouées à ces diverses solutions. Mais qu'est-ce que vous attendez comme garantie que l'argent sera bien au rendez-vous? C'est vrai, il y a la question du montant du fonds vert. Ce sur quoi les pays pollueurs se sont engagés, c'est 100 milliards par an jusqu'en 2020. Et puis après... le montant va augmenter. À partir de 2025, c'est 150 milliards par an qu'il faut mobiliser. Et vers 2070, c'est 350 milliards de dollars qu'il va falloir mobiliser. Alors, il nous faut des garanties. C'est pour cela qu'il faut un accord contraignant ici à Paris, des engagements clairs, des engagements fermes. Et c'est pour cela que je suis de ceux qui proposent que le commerce des émissions soit bien organisé, que le commerce du carbone soit bien organisé. Il faut que les pollueurs payent. On parle de 20 dollars par tonne. Il faut aller vers même 50 dollars par tonne si on veut mobiliser les ressources qui sont nécessaires afin de faire face au coût de la riposte face au changement climatique. Et il faut donc que Paris envisage des sanctions, des engagements d'abord très clairs, accords contraignants avec des sanctions. Mais à partir du moment où les États-Unis ont dit, avant même de venir à Paris à la COP21, qu'il n'y aurait pas de contraintes, qu'ils n'accepteraient pas un accord contraignant, est-ce que vous y croyez encore? Non, je sais que ça ne sera pas facile, ça va être difficile, mais nous allons poursuivre le combat parce qu'il y va de l'avenir de la planète. Et je pense que tous les pays sont soucieux de l'avenir de la planète, y compris le pays dont vous venez de parler. Il y a l'avenir de la planète, il y a aussi la situation, excusez-moi d'y revenir, mais sécuritaire dans la région. Est-ce qu'il y a un lien direct entre la dégradation de l'environnement autour du lac Tchad, par exemple, si on prend ce cas-là, et l'insécurité qui s'y développe? C'est évident, il y a un lien direct entre la dégradation des conditions climatiques et la dégradation sécuritaire, parce que la dégradation du climat a un impact sur les ressources, sur l'accès aux ressources pour les populations. Et c'est certainement pas un hasard si Boko Haram est né autour du lac Tchad. Je vous l'ai dit, ce lac se meurt, ce lac est en train de disparaître. On va vers une catastrophe écologique immense dont les conséquences sont pour l'instant difficiles à déterminer. 25 000 km² de superficie d'eau. Aujourd'hui, on est réduit à 2500 km². Donc, il faut, me semble-t-il, une riposte et ne pas perdre de vue que les pays comme les nôtres ont comme priorité le développement économique et social. Il ne faut pas que les mesures qu'on nous demande de prendre entravent le développement économique et social de nos pays. Moi, ma préoccupation au Niger, c'est de lutter contre la pauvreté. Ma préoccupation au Niger, c'est de lutter contre la faim. Alors, si on m'impose des mesures pour la défense du climat qui contredisent, qui compromettent ces objectifs, vous voyez bien
que ça ne sera pas ça la solution. Au contraire, les mesures risquent de favoriser le terrorisme dans la mesure où ça va renforcer la pauvreté. Selon la Banque mondiale, au Niger, c'est encore 80% de la population qui vit avec moins de $2 par jour. Est-ce que vous le craignez, ça, que les fonds, normalement les fonds publics, l'aide publique au développement, se trouvent substitués par des fonds qui visent à réduire le réchauffement climatique? C'est ça qu'il faut éviter. C'est pour cela que nous souhaitons des financements additionnels. Il ne faut pas convertir des financements classiques en financement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, si je prends le cas de l'énergie, on parlait de l'énergie dans l'émission tout à l'heure, c'est l'énergie, la production d'énergie et la consommation de l'énergie qui sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. C'est les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, ça vient de la production d'énergie et de la consommation d'énergie. On dirait le solaire est renouvelable. L'Afrique n'a pas accès à l'énergie. Nous devrons avoir accès à l'énergie. Et là, pour le Niger, nous avons tout un programme pour accroître le taux d'accès des Nigériens à l'énergie. Nous sommes aujourd'hui à un taux de 10%. Notre objectif, c'est de porter ce taux à 60% d'ici 2030. On nous parle d'énergie renouvelable. C'est vrai, on peut envisager d'aller vers ces technologies qui sont propres sobres en carbone, mais il y a un mais. Le mais, c'est les coûts. C'est à quel coût qu'on va avoir accès à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne, à l'hydroélectricité. Il y a d'ailleurs une proposition que nous faisons au Niger, en ce qui concerne les énergies renouvelables, c'est de mettre l'accent sur l'hydroélectricité. Nous sommes en train de faire un barrage, le barrage de Kandaji. Ce barrage nous permettra d'avoir accès à de l'énergie propre, mais à un coût très compétitif. Et c'est valable pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, le potentiel hydroélectrique de l'Afrique est exploité à peine à 7%. Vous voyez, on a de la marge. Donc, il faut investir dans l'hydroélectricité en Afrique. Pour l'instant, le solaire n'est pas très compétitif, d'après les derniers chiffres qu'on a. Et dans cette négociation, de quel levier est-ce que vous disposez? Comment est-ce que vous pouvez faire valoir vos intérêts, vos points de vue, dans le cadre de cette négociation? Il faut convaincre. Il faut convaincre tous les partenaires que nous sommes sur le même bateau. Si nous voulons une meilleure planète pour les générations futures, pour nos enfants et nos petits-enfants, il faut que les pollueurs, comme je dis, payent. Ceux qui ont accumulé les gaz à effet de serre pour créer les conditions de leur développement, aujourd'hui nous sommes à plus de 300 et quelques millions ou gigatonnes de gaz à effet de serre. Essentiellement, c'est le fait d'un certain nombre de pays, ce ne sont pas plus de 4, qui à eux seuls sont à l'origine de plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut que ces pays la payent. Monsieur le Président, l'une des conséquences, Christophe Châtelot le disait, entre cette situation très douloureuse pour votre pays et le terrorisme, ça peut être aussi la question des migrations. Comment vivez-vous ces migrations qui transitent par votre pays et quelles réponses pouvez-vous apporter? Alors c'est un autre défi. La question des migrations, un défi qui a fait l'objet d'ailleurs d'un sommet entre l'Europe et l'Afrique à Malte récemment. Et là également, on retrouve les mêmes causes. Les mêmes causes. Les causes, c'est quoi? C'est la pauvreté. Les causes, c'est le déficit de démocratie dans certains pays. Donc la gouvernance, non seulement au niveau local dans certains pays, mais au niveau mondial. Au niveau mondial également, la gouvernance mondiale est mauvaise. Il y a les inégalités, effectivement, qui sont à la base. J'ai parlé de l'insécurité, j'ai parlé de la pauvreté. Voilà les causes auxquelles il faut s'attaquer. Ça renvoie à la gouvernance, la corruption. C'est pour cela qu'il faut une meilleure gouvernance au niveau de chacun de nos États, mais aussi il faut une meilleure gouvernance à l'échelle mondiale. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui l'économie mondiale, l'économie est mondialisée à la globalisation. Cette économie est composée de plusieurs marchés. Alors, il faut traiter la question de tous ces marchés-là de manière globale et non pas de manière isolée. Quels sont ces marchés? C'est le marché du travail,
c'est le marché des biens et services, c'est le marché des capitaux. Alors on traite le marché du travail de manière isolée, c'est l'immigration. On fait des digues, on fait des murailles pour empêcher aux ressortissants de certains pays de venir vers les pays riches, vers les pays développés. On traite de manière isolée la question des marchés des capitaux et de la circulation des capitaux dans le monde. On traite de manière isolée la question des marchés des biens et services. Je pense qu'il faut poser tous les problèmes sur la table et leur trouver une solution. Vous évoquiez le sommet de la Valette. Est-ce que vous n'avez pas été un peu donc à Malte sur la migration entre l'Union européenne et un certain nombre de pays africains? Est-ce que vous n'avez pas été un peu stupéfait quand même par l'égoïsme finalement de l'Europe, des pays riches, qui mettent sur la table une somme assez ridicule, 1,8 milliard, qui demandent essentiellement des mesures sécuritaires de la part des pays africains et ne donnent pas grand-chose en échange? Vous ne trouvez pas ça un peu démoralisant? Je sais que l'Europe a ses problèmes, mais effectivement, ce qui est proposé dans le cadre du fonds fiduciaire pour faire face aux problèmes de migration, non seulement sur le plan sécuritaire, mais sur le plan du développement, c'est largement en deçà des besoins des pays d'origine des migrants et des pays de transit. Par exemple, le seul Niger, nous avons fait des propositions qui portent sur la sécurité avec la mise en place, avec le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité du Niger, avec la mise en place des forces spéciales dédiées aux migrants, avec la possibilité de mettre en place des centres d'accueil pour les migrants. Vous êtes un peu isolé en Afrique, mais avec aussi la possibilité d'intervenir au plan du développement sur des zones d'origine des migrants, non pas vers l'Europe en ce qui concerne le Niger, mais vers le Maghreb. Nous avons là un plan qui nous coûte 700 millions d'euros. Or, ce qui est proposé pour l'ensemble de la riposte à l'ensemble des pays, qu'ils soient de transit ou d'origine, c'est 1,8 milliard d'euros. C'est largement insuffisant. Mais vous avez accepté néanmoins un mécanisme de réadmission, ou est-ce qu'il y a encore des conditions que vous posez pour... Non, c'est des principes nous, on est d'accord avec le principe de retour des migrants de leur pays d'origine, mais il faut qu'on crée les conditions de ces retours-là. Et ce n'est pas avec 1,8 milliard d'euros qu'on pourra créer ces conditions, parce qu'il s'agit ici de créer les conditions pour développer les pays d'origine des migrants, pour développer les pays de transit également. Donc finalement, le sommet de la Valette, au bout du compte, pour l'instant, c'est un sommet pour rien. Non, je ne dis pas que c'est un sommet pour rien. Ça nous a permis de discuter, ça nous a permis de mieux cerner le problème, ça a permis à l'Europe de prendre cet engagement. D'ailleurs, il faut dire que le même sommet a prévu que cet engagement soit doublé. Au lieu de 1,8 milliard, c'est, je crois, 3,6 milliards qu'il va falloir trouver. Et il est demandé aux différents États membres de l'Union européenne de contribuer pour rehausser ce fonds fiduciaire. Mais même doublé, cela n'est pas suffisant face aux besoins. Dans un premier temps, la première réponse, c'est de fermer les frontières. C'est ce à quoi on assiste. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas la solution. On ne peut pas fermer les frontières. C'est inefficace de fermer les frontières. Donc, c'est pour cela que je dis d'ailleurs, il faut traiter le problème de l'économie mondiale de manière globale. Est-ce qu'on ferme les frontières aux capitaux? Est-ce qu'on ferme les frontières aux biens et services? Non, il faut traiter la question de la gouvernance économique mondiale dans sa globalité. En attendant, vous êtes un pays qui a accueilli énormément de migrants, peut-être, et de réfugiés, peut-être plus de 200 000, notamment des réfugiés qui continuent d'affluer venant du Mali. Oui, effectivement, le Niger accueille sur son territoire aujourd'hui 200 000 réfugiés, 150 000 en provenance du Nigeria, 50 000 en provenance du Mali. Alors c'est pour cela que quand j'entends l'Europe s'émouvoir pour répartir 120 000 migrants pour des pays puissants, sur 500 millions d'Européens, nous on est 18 millions de Nigériens, un pays pauvre, nous avons 200 000, je dis bien, réfugiés sur notre territoire. Et en plus, en tant que pays de transit des migrants, nous voyons passer près de 100 000 migrants subsahariens au Niger, c'est plus de 80% des migrants. Alors Issoufou Mahamadou, président du Niger, nous voudrions vous parler également de la situation dans votre pays. Nous sommes à 3 mois d'une élection présidentielle à laquelle vous êtes candidat pour un deuxième mandat. Quand on est président de la République dans un pays qui a, on va citer un seul chiffre, un tel défi, 17 millions d'habitants aujourd'hui, en 2050, on va presque dire c'est demain, il pourrait tripler sa population
50 millions d'habitants, 7,6 enfants par femme, ce qui est le taux le plus élevé au monde. Comment est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, ne pas se dire c'est une bombe à retardement? C'est vrai, nous avons des défis énormes au Niger. Parmi ces défis, il y a celui que vous venez de souligner, le défi démographique. Nous avons un taux de croissance démographique de 3,9%, autant dire 4% par an. L'un des plus élevés au monde. Le taux de fécondité que vous donnez est effectivement juste. La population du Niger plus de 7 enfants par femme. Double tous les 20 ans. Ça veut dire aujourd'hui nous sommes 18 millions, dans 20 ans nous serons 36 millions. Et 50 millions. Le taux de fécondité également est très élevé. C'est autant de demandes sociales qui est créée pour l'éducation, pour la santé, pour l'accès à l'eau, pour l'alimentation de population. Et c'est à tous ces défis-là que nous sommes en train de nous attaquer depuis 4 ans, en plus de défis sécuritaires, en plus de défis démocratiques. Parce que mon objectif, c'est de mettre en place au Niger des institutions démocratiques stables et fortes. Il n'y a rien qui puisse se faire sans État. Et c'est pour cela que je dis souvent, la meilleure invention de l'homme, c'est l'État. Il faut un État si on veut que les sociétés progressent, si on veut que les sociétés avancent. Donc, il y a ce défi-là. Il y a le défi sur les infrastructures, il y a le défi sur l'agriculture, l'initiative 3e, le Niger nourrit les Nigériens, sur l'éducation, sur la santé, sur l'accès à l'eau, et puis sur la création d'emplois pour les jeunes, parce que 75% des Nigériens ont moins de 25 ans. Alors, le scrutin doit se dérouler, les élections présidentielles, de même que le premier tour des législatives, doivent se dérouler le 21 février prochain. Vous êtes en campagne, Monsieur le Président? Non, je ne suis pas en campagne pour l'instant. C'est vrai que mon parti m'a investi, mais pour l'instant, j'assume ma mission de président de la République. Je serai en campagne quand la campagne officielle va démarrer. Une campagne courte? Une campagne courte, c'est 3 semaines, je crois, de campagne, donc à partir de fin janvier. Et toutes les dispositions, en tout cas, sont prises pour que ces élections soient libres, transparentes et honnêtes. Il y a quelques voix qui s'élèvent pour critiquer un petit peu les listes électorales qui contestent le calendrier. Est-ce qu'il n'y a pas là le terreau pour une contestation du résultat des élections? Oui, il y a quelques voix qui s'élèvent, mais à tort. À tort, vous savez, le Niger a une tradition d'élections transparentes depuis 25 ans. Oui, c'est vrai, malheureusement, nous avons eu ces phénomènes d'instabilité, des coups d'État en 99, en 2010. C'est des parenthèses douloureuses que le Niger a connues. Mon objectif, justement, c'est de stabiliser les institutions. C'est un des premiers objectifs de mon programme. Et je ferai tout pour que les prochaines élections soient transparentes. Parce que quand j'ai dit que mon objectif, c'est de mettre en place des institutions démocratiques fortes et stables, cela suppose que ces institutions soient légitimes. Et pour qu'elles soient légitimes, il faut que le peuple nigérien s'exprime librement, choisisse librement ses dirigeants. Et c'est pour cela qu'on mettra tout en œuvre pour que les prochaines élections soient libres et transparentes. Du reste, le fichier électoral, il est consensuel, il est en train d'être mis en place de manière consensuelle. On a un comité de fichiers dans lequel font partie, y compris l'opposition et la société civile. Nous avons une commission électorale nationale indépendante qui est réellement indépendante. Et nous avons une cour constitutionnelle qui juge des élections qui est également indépendante. L'un de vos principaux opposants est actuellement en détention. Il est rentré au pays après un an d'exil en France. Il est actuellement en détention et estime que les charges que l'on soulève contre lui sont politiques. Est-ce que vous imaginez d'aller en campagne alors que l'un de vos principaux adversaires sera, lui, toujours en prison? Écoutez, moi, je ne commente pas les dossiers qui sont devant les tribunaux, devant la justice, donc je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à ça. Mais ce que je sais, c'est que celui qui était au second tour face à moi en 2011... Monsieur Amadou? Non, c'est pas lui qui était face à moi au second tour, c'est Seydi Oumarou, qui était face à moi au second tour, qui était au second tour avec moi. Ce n'est pas le nom que vous citez. Il vient d'être investi candidat de son parti pour les prochaines élections. Donc vous vous présentez pour un deuxième mandat. Il y a toujours la question en Afrique du troisième mandat, de la gouvernance. Un certain nombre de chefs d'État, on peut parler des deux Congos, etc. Vous nous dites sur le plateau, je prends un engagement, je fais un deuxième mandat, et si je suis élu, je m'en vais? Ah oui, absolument. Sans hésiter, je vous réponds. Sans hésiter. Je ne suis pas là pour m'incruster à vie au pouvoir. La Constitution du Niger prévoit 2 mandats. Et on ne change pas la Constitution comme notre fait renouvelable une seule fois. Je n'ai pas l'intention
de changer la Constitution, parce que moi je suis de ceux qui estiment que considérer qu'on est un homme providentiel, considérer qu'on est le seul capable de gouverner son pays, c'est une forme d'arrogance. Merci. Non, nous sommes désolés, Sophie, nous sommes au terme de cette émission. Je le dis aussi pour votre antenne RFI et pour la nôtre, ici à TV5 Monde. Merci, Monsieur le Président de la République, Issoufou Mahamadou, d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui et bonne réussite à cette COP21 également dans la lutte de votre pays contre le terrorisme. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'International. Merci.